Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première session intitulée Esthétique et qualité intrinsèque de l'objet 3D. La séance sera composée plutôt de 3 conférences suivies d'un temps d'échange entre nos 3 intervenants et intervenantes, mais aussi entre ces derniers et le public. L'idée pour aujourd'hui, c'est d'étudier les processus de conception et de création par l'impression 3D sous un angle théorique et philosophique. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière l'objet imprimé, au-delà de sa simple dimension matérielle et géométrique? Cela dans un but de discuter de ses qualités intrinsèques et d'explorer différentes dimensions, tant sur le plan conceptuel, sociologique, poétique et bien d'autres encore. Donc, avant de vous présenter nos invités, je vais laisser Églantine vous présenter les expérimentations de la journée. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas présentes aujourd'hui, ou alors pas sur l'entièreté de la journée, alors je me présente. Je suis donc Églantine Bigodol, maîtresse de conférence dans le champ TPCAU à l'ENSA de Bretagne et préalablement dans l'ENSA de Lyon. Et je suis chercheuse au laboratoire Maparia depuis maintenant plus de 10 ans, en vrai. Et donc, au tout début de mes recherches, j'ai choisi de m'orienter sur la question des outils numériques, et donc quid de la conception architecturale et de ces outils numériques et des esthétiques produites, notamment par allers-retours successifs entre le monde physique, les outils analogiques, les outils numériques, etc. Et à la suite de ces travaux de recherche qui ont constitué le matériau de recherche de ma thèse, a vu le jour l'axe cobotique au laboratoire Maparia, que j'ai porté au tout début. Et puis, il y a eu des suites avec Raphaël, qui a pris la suite, qui a organisé notamment, il y a 2 ans déjà, ou 1 an, un workshop comestible, architecture comestible. Et puis, Ilias aussi a pris la suite. Voilà, tous les deux que j'ai vu passer en atelier de projet. Voilà. Donc, je suis contente aujourd'hui que ce workshop ait vu le jour sous l'initiative d'Ilias. Et pour faire une micro-restitution de ce qui s'est passé aujourd'hui, on a fait connaissance avec le robot d'une façon très théorique dans un premier temps, rapide mais efficace. Tu nous as expliqué comment il fonctionnait, comment il fallait le nourrir pour qu'il procède à ce dépôt de matière par paliers successifs sur l'axe Z. Et puis après, tu nous as un peu laissé nous dépatouiller pendant que tu as calibré cette machine ou cette créature, je ne sais pas. Et là, les images le montrent. Pendant que nous, on était en train de modéliser différentes routes de la matière sur nos ordinateurs et de se familiariser avec le code Grasshopper, toi, tu as mis en place tout ce dispositif dans le lieu du Hack Lab. Tu nous as présenté la buse, les buses, et comment l'argile et sa formulation, avec une formulation bien particulière que Olivia a élaborée ce matin, comment cette matière en fait arrivait dans la buse pour se déposer après sur la planche de travail. Donc les premiers essais jusqu'à l'arrivée de la matière dans la buse et de premiers dépôts de tests indépendamment du robot. Ça, on est arrivé à ce résultat-là début d'après-midi, je crois, ou juste avant manger, je ne sais plus, même fin de matinée. Et à ce stade-là, je crois qu'on avait tous à peu près un bout de code à imprimer, plus ou moins régulier, plus ou moins avec plus ou moins de bruit, plus ou moins de questions de porte-à-faux, de hauteur de couche, d'épaisseur de buse. En réalité, ça va ensemble, d'après ce que j'ai compris. Donc au départ, on avait un objet qui se tenait à peu près, et puis peu à peu, c'est un peu cassé la gueule. Ce qui n'était pas inintéressant pour comprendre pour la suite, en réalité. Et l'objet qui a suivi, lui, se tenait davantage parce que triche sur l'épaisseur de la buse et la réelle épaisseur utilisée. Et donc, on a eu, en fait, un dépôt de matière plus robuste dès le départ, en fait, plus conséquent, qui a permis de quasiment fermer la forme, ce qui est une avancée en soi, parce que je ne crois pas que vous l'ayez déjà fait au labo avant ça. Voilà.
Donc ça, c'est le test de Blanche et Raphaël, qui était un bout de scan 3D d'un performeur, danseur sur Blender, je crois. Depuis Blender, un mesh depuis Blender. Une partie. Voilà. Ce qui donne lieu à cette sculpture-là, donc de plus petite taille, plus tassée, puisqu'effectivement, trichage sur la buse. Et puis le dernier essai était une géométrie pourvue de à la fois porte-à-faux, angle un peu saillant et bruit par endroits, ce qui a bien marché au début comme la première expérimentation, puis qui après rapidement s'est un peu cassé la gueule sur elle-même. Cependant, il y a quand même, on voit dans certaines zones en fait des rendus de texture, de bruit qui ont fonctionné assez bien. Donc ça nous donne un petit peu des pistes d'exploration pour demain. De mieux gérer ça, de tester d'autres géométries en étant moins gourmand sur les porte-à-faux et en gérant davantage et la géométrie, tout en préservant, tout en se laissant cette fameuse marge d'indétermination, comme l'appelait Gilbert Simondon. Et c'est un peu ce dosage-là qu'on essaye de chercher, j'ai l'impression, sur 3 jours. Voilà. Est-ce que... non, j'avais peut-être une dernière... ouais, voilà, notre magnifique exposition. Les premiers objets réalisés, et demain, je pense qu'il y en aura 4 fois plus. Pas vrai? Voilà, et donc fini pour l'aristide du jour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'était assez descriptif, hein. Mais je pense que les conférences nous permettront de rentrer plus dans la dimension épistémologique et philosophique de ce que ça implique en fait en termes de production de formes et surtout de processus, de protocoles, et de ce que ça porte en termes d'architecture et ce que ça véhicule en réalité en termes d'usage, de procédés constructifs, de formulation de la matière et de prospective pour l'architecture. Avant la présentation de Raphaël, je vais commencer par le présenter. Donc Raphaël Masberna. Raphaël a fait des études d'architecture, puis s'est orienté vers l'univers du design et de l'art contemporain. Dans sa pratique, il collabore avec divers artistes du milieu parisien, tels que Hugo de Rubé et Étienne Chambaud. Avec ces artistes, il développe des processus de modélisation et de fabrication 3D propres à leurs projets et leurs besoins plastiques. Il a été également cofondateur, donc avec Églantine Bigodol, qui vient de vous présenter la journée. Et en plus d'être cofondateur, il a été co-responsable donc de l'atelier du projet de recherche cobotique. Il a participé donc aux fondamentaux du projet, tels que l'aléatoire dans la fabrication numérique, donc la marge d'erreur de ces outils, le bruit généré lors du passage du monde numérique au monde analogique, la collaboration entre la main et la machine, etc. Raphaël mène des recherches techniques et théoriques sur les outils de fabrication numérique, les mouvements maker, notamment via sa participation au sein de structures telles que des Fab Labs. Depuis 2 ans, il travaille également sur le design comestible par l'impression 3D, cela accompagné d'une équipe constituée de designers, de philosophes, d'experts de l'impression 3D alimentaire, etc. Merci beaucoup, Elias, pour cette présentation. Voilà. Alors, bon, ma présentation, du coup, ça va être une restitution un petit peu augmentée d'un article, en fait, une publication qui a été faite à la suite de quelques années de l'atelier dont on a parlé, donc, dont je vais vous présenter l'équipe, le contexte de recherche, merci, puis quelques paradigmes ou quelques axes de recherche. Voilà, donc un format un peu étrange, quoi. C'est la présentation est dans Blender. Vous me direz à la fin si c'était une très mauvaise idée ou une idée juste pas terrible, ou voilà. Mais voilà, je me disais qu'en gros, ça pourrait être des formats de restitution un peu multimédia où on peut à la fin, voilà, reprendre un peu le processus, consulter un peu les objets
dont on parle, quoi, etc., etc. Et aussi peut-être pour commencer par enfin, le début de ce projet, de cet appel à projet qu'on a commencé au Maparia, qui était le carcan et un peu standardisateur de l'interface 3D des outils numériques pour l'architecture, bon, voilà, qui sont produits par des industriels et qui sous-tendent certaines logiques de production dans leur format même, éventuellement certaines visions du monde. Donc voilà, c'est un peu parti de là. Donc, alors, attendez, est-ce que j'ai présenté l'équipe? Bon, l'équipe, finalement, elle a été déjà en partie présentée. Alors, sont absents, on les salue, Maxime Fouillat, François Paclet, Chloé Blanc et Naomi Pereira, ainsi que Philippe Marin, mais voilà. Et ensuite, il y a eu de nouvelles. Là, je vais parler vraiment d'une équipe entre 2018 enfin des équipes entre 2018 et 2020. Ouais. Et donc, il y a eu de nouveaux arrivants qui sont présents au workshop actuellement, quoi. Donc, alors en fait, ce petit projet qui a été lancé avec Églantine et Hervé en 2018 autour du robot dont vous avez vu quelques images précédemment. Il se basait dans un contexte sur deux axes, quoi. Donc le design génératif et le prototypage rapide pour l'architecture, donc la capacité de créer des procédures, des comportements robotiques qui fassent émerger des formes en intégrant les propriétés du matériau, les comportements du matériau. Donc un matériau soit inerte, soit un matériau, soit une matière vivante, quoi. Et ensuite, un second axe qui était celui des humanités numériques, et donc de la nécessité d'avoir une réflexion, alors peut-être plus précisément en ethnographie du design, mais en fait ou en design studies, quoi, on va dire, mais une réflexion sur comment l'utilisation des outils en les utilisant et comment la thèse et l'enseignement d'Églantine Bigodeau, une forme de création dans le contexte dans les paramètres initiaux, voilà, de ce projet, il y avait donc les éléments qu'a apporté Églantine, qu'elle a cité précédemment, donc l'introduction de manipulations techniques et plastiques dans le processus de conception, notamment négociant avec des outils numériques. Donc, sachant qu'a priori, dans ces interfaces, on n'a plus besoin cette empreinte disparaît, quoi. Donc voilà comment on peut en faire, au contraire, une manière de singulariser l'interface et les projets à travers cette appropriation de l'outil, quoi. Comment on peut aussi comprendre comment il fonctionne en soi pour comprendre quelles images on fabrique et comment on peut faire des allers-retours entre monde physique, monde analogique et monde numérique. Voilà. Et ensuite, un autre axe issu de l'enseignement de master et de la thèse d'Églantine, c'était l'utilisation de matériaux, l'utilisation d'une petite échelle ou l'utilisation de jeux d'échelle comme potentiel génératif, comme manière d'avoir un contrôle restreint sur une forme, sur une fiction architecturale, tout en avoir un certain contrôle sur cette forme, tout en négociant avec des processus de petite échelle, quoi, donc de décomposition dans le cas d'un matériau vivant, d'agrégation, d'auto-agrégation, quoi, des processus moléculaires, en fait. Donc voilà, et comment c'est-à-dire déjà comment en fait une géométrie, une fiction sur une forme, sur des matériaux peut commencer dès le début du processus de conception et pas forcément de manière, pas forcément avec l'outil numérique, sans être otage forcément de l'outil numérique, de la programmation et ensuite de formes qui deviennent très rapidement standardisées, etc. Comment on peut, voilà.
Voilà, donc ça posait deux questions. C'est est-ce qu'on pouvait, c'est partie des inconvénients de Blender, comment on pouvait donc introduire tous ces éléments, donc physiques, matériels, de matériaux, de fiction, de quotidienneté dans un processus robotique, quoi. Et comment on pouvait ensuite peut-être revenir vers une fabrication de formes un peu qui puisse servir à l'architecture, c'est-à-dire de préprogrammer, quoi. Donc voilà. Et ensuite, est-ce que ça pouvait, ça pouvait soutenir, comment dire, est-ce que l'outil robotique pouvait servir non seulement, pas forcément comme un outil de reproduction ou de fabrication, de production, etc., ou de simulation de la production, mais comme un instrument dès les premières étapes du processus de conception de fiction et voilà, qui servent à raconter le monde en général. Enfin, voilà quoi, des fictions territorialisées, quoi. Donc là-dessus, je peux vous présenter quelques paradigmes, quelques illustrations de ça. Donc là, donc à droite, vous avez un mythe, en fait, celui des, mais aussi une réalité biologique ou voilà, paléobiologique, qui est celle des stromatolites. Donc c'est des films bactériens qui se superposent les uns aux autres dans un processus hyper complexe qui mêle photosynthèse, digestion et respiration, enfin des sortes de proto-animaux, végétaux, voilà quoi, et qui sont un peu les premiers êtres, on va dire, sur Terre à avoir émis de l'oxygène dans l'atmosphère, rendant possible voilà, la vie terrestre, quoi. Et donc c'est des processus qui ont été étudiés notamment du point de vue de leur morphogénèse à partir de, enfin, voilà, quoi, des années 90, 2000, quoi. Et c'est à la fois donc une sorte de processus additif originaire, quoi, et à la fois une sorte de mythe d'une architecture qui est faite par ces comment dire, qui n'est pas distincte de la manière, enfin comment dire, d'une gestualité, même ici microbienne ou microscopique, quoi, ou d'une forme de vie, quoi. Il n'y a pas absolument pas de séparation. Et du coup, c'est aussi voilà, c'était une sorte de premier input qui faisait déjà une sorte de rapport transversal à la technologie, et aussi qui mettait en avant le fait que, en fait, quand il s'agit de technologie, d'impression 3D et tout, en fait, on va beaucoup mobiliser des mythes de la machine qui ont rapport avec des choses primitives, avec des choses, voilà, quoi, des choses qui sont dans un passé totalement inaccessible, ou au contraire un futur, voilà, une sorte de non-présent, quoi. Voire même d'un monde, alors ça peut être post-apo ou alors au contraire préhistorique, mais sans être humain, quoi. Donc ça c'est le mythe. Et l'autre image, donc celle du scan 3D terrestre de la forêt, et le film de Haroun Farroukhi sur les images opératives. Là, c'était plus une réalité où aussi il y a une absence, enfin une tendance une absence qui est celle du corps humain, quoi, de la perception humaine. Donc que ce soit dans une situation d'agroforesterie potentiellement robotisée, voilà, totalement automatisée, dans le cas donc de l'image de gauche, soit dans le cadre d'Haroun Farroukhi, du film sur les images opérationnelles, de contexte de guerre ou de contexte de production industrielle. Donc lui, il y voit une sorte de continuum où en fait un certain type d'image ne sert que à la machine, à la robotisation, enfin à une procédure automatique pour s'orienter, voilà, pour s'orienter, voilà, et à la limite pour permettre à un opérateur à agir, enfin comment dire, à aider ce processus automatique, mais sans qu'il soit vraiment à l'actionner simplement. Et voilà, donc des images qui sont dénuées peut-être de toute esthétique ou de toute réalité ou fonction sociale, et qui sont en fait dénuées de toute, voilà, donc de toute a
priori de toute sensibilité, quoi. Et des images donc sur un terrain de guerre où en fait on voit plus aucune cible, rien n'est visible, et du coup voilà, il y a aussi une forme de responsabilité qui disparaît dans ces situations, quoi. Donc on va voir comment ça résonne avec le reste. Donc on avait besoin donc dans cette idée d'approcher d'avoir un processus de fabrication, prototypage robotique génératif, de mettre en place un comportement robotique simple à partir duquel on pourrait soit générer de l'aléatoire, soit au contraire retrouver une forme de maîtrise. Et du coup, on avait besoin d'avoir une sorte de scénario minimal, quoi. Donc ici, c'était ériger une structure en fabrication additive d'argile, quoi. Et ensuite, d'avoir un comportement de rétroaction de la fabrication, de la structure en train de fabriquer sur la trajectoire du robot. Une première boucle de rétroaction, quoi. Et ensuite, d'évaluer le comportement et sa stabilité à partir de la reproductibilité des structures d'argile, quoi. Si une forme s'en dégage ou pas, quoi. Donc on n'allait pas forcément prendre une forme et la reproduire, on allait essayer de trouver un processus, un équilibre, et voir s'il nous rendait une forme, quoi. Donc c'était la première boucle feedback, donc, qui au début était censée inclure les variations et les transformations de la structure en temps réel, donc à travers notamment des technologies de scan 3D ou de captation de distance, quoi. Et donc là, dans une première hypothèse où la machine est en fait complètement autonome et où en fait on lui donne un premier programme, un input, et ensuite juste à partir des images qu'elle est capable de produire sur la structure, elle peut recalculer sa trajectoire et donc ériger la structure en autonomie et produire des patterns émergents sans intervention humaine, quoi. Voilà. Et donc, dans un second temps, est-ce qu'il est possible, une fois qu'on a créé cette figure idéale, déjà, est-ce qu'on y arrive, jusqu'où on arrive à le faire, et ensuite, est-ce que c'est possible de retrouver une forme de contrôle là-dessus, donc par exemple paramétrique ou carrément de modélisation 3D plus sculpturale. Est-ce que c'est possible de hybrider ces logiques, quoi. Et donc l'argile servait un peu tout ça, c'était aussi pour s'observer en même temps notre utilisation. Donc on avait il fallait à la fois concevoir un protocole et concevoir la manière dont on allait en rendre compte, qu'est-ce qu'on avait traversé, quoi. Et donc du coup on a conçu l'argile aussi comme une sorte de matière abstraite, quoi, en fait, qui serait un petit peu comme qui se rapprocherait de la matière numérique, en fait, une sorte de matière dont on peut décider, qui pourrait être d'une matière quasiment sans corps, quoi. Et donc d'une part, et de l'autre part aussi comme matériau qui allait avec ses propres logiques, ses contraintes auto-agrégatives internes, et qui allait du coup forcément nous donner une certaine direction à la fabrication. Donc là, on a la cellule robotique telle qu'elle est actuellement, mais qui était dès le début sur ce principe-là, donc d'extrusion de l'argile à partir d'air comprimé et d'une filière qui l'amène en tête à la tête du robot, quoi, du robot Six-Axe, donc, que vous avez vu tout à l'heure. Donc on verra quelques vidéos ensuite de ça, quoi, à plus petite échelle. Mais du coup, voilà, là, sur ce dispositif, on peut voir donc le robot Six-Axe dont on va programmer les trajectoires, la buse d'extrusion qui va, au contact d'un support, générer une forme, quoi, une structure, une matérialité, des patterns éventuellement, etc. Et des outils de capture de distance qui seront intégrés dans le code du robot pour programmer sa routine, et éventuellement une routine autonome sans besoin d'intervention humaine par la suite, quoi. Donc pour ça, on
pour démarrer le projet, on a, avec les premières étudiantes qui sont venues dans l'atelier, on a développé un protocole de prise en main de l'outil, de compréhension de l'outil, et du coup d'abord de manuel. En essayant de mettre un peu en place une méthodologie d'appropriation, de compréhension de ce processus d'extrusion d'argile à la main, quoi. Donc on a fait un workshop qu'on a appelé un peu de pâtisserie, quoi, où il s'agissait juste à la main, dans des seringues, d'extruder, de faire différents types de dépositions et de laisser libre cours à nos envies, quoi. Et donc vous pouvez avoir quelques images ici, à petite échelle, quoi. Donc comprendre l'argile comme un matériau vivant, c'est-à-dire qui à un moment donné a sa propre agentivité, quoi. Et aussi éventuellement sa propre, ses différentes textures en fonction de ses différentes formulations, etc. sont tout ça jusqu'à sa phase de séchage, quoi. Avoir une première empreinte perceptive de ce processus, quoi. Et ensuite, on déterminait 2 types de déposition, donc celui de la forme filament horizontale type impression 3D, avec adhésion des couches entre elles, quoi. Et ensuite, déposition, on va dire, en mode freeform, où en fait, l'écoulement de l'argile et la structuration de l'argile en cours de déposition va donner une forme. Et donc, là, ce sera plus des trajectoires, si vous voulez, qui s'éloignent du support et qui créent des géométries qui ne sont pas prévisibles, qui ne sont pas dessinées a priori, quoi, qui sont pas programmables, quoi. On peut programmer une fois qu'on les a vus, quoi. Et donc aussi prendre ensuite mettre aussi en place ce principe de production en série d'objets, donc pas être dans une logique de réalisation d'un objet. Ça c'était les résultats du workshop, en fait, hein, mais on a découvert que c'était en fait en produisant de nombreuses séries d'objets, de textures, etc., qu'on arrivait à avoir cette première image, cette première compréhension haptique, tactile, visuelle de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Et aussi ce phénomène qu'on pouvait ressentir de compétition entre l'échelle macro du robot et de la buse qui déplace l'argile, quoi, d'un point A à un point B, et l'échelle micro des forces de cohésion interne de l'argile, et qui donc donne une sorte de surface d'action qui est effectivement qui permettait qu'on a pu se rendre compte à ce moment-là. Ensuite, ce premier dispositif permettait aussi d'avoir une première idée des dimensionnements des outils, des vitesses de déplacement, et aussi une forme de premier rapport un peu animal à la machine qui allait nous poursuivre, quoi. Là, vous avez des objets qui sont aussi produits, qui sont les premiers objets qu'on a produits avec le robot. Et donc, il y a tout de suite une sorte de rapport à l'habitat animal ou insecte ou au nid. Il y avait une sorte d'un processus beaucoup plus d'une extériorité, quoi, par rapport au processus maîtrisé d'impression 3D, quoi. Donc cette première initiation nous a mené à une première hypothèse de rétroaction, donc dans celui le plus compliqué, évidemment, où il y aurait besoin de parcourir des trajectoires complexes sur une première déposition tridimensionnelle. Donc on a pour ça développé des expériences des protocoles de photogrammétrie d'objets à petite échelle, quoi. Donc ici vous avez par exemple cette première typologie de déposition qui sont des carottes un peu verticales comme ça, qui se tiennent, qui ont plus ou moins, quoi. Et du coup ce premier scan permettait ensuite, dans le logiciel Rhino Grasshopper qu'on verra plus tard, qu'on utilise en tout cas dans le workshop, quoi, de sélectionner un ensemble de points, par exemple répondant à un certain degré à une certaine déclivité, pour ensuite faire une nouvelle trajectoire, donc ici de déposition verticale, etc., quoi. Donc première hypothèse, quoi. Ensuite, ça pouvait nous aider à se rendre compte que le fait, par exemple, ici de générer
des ajouts de contraste, d'encre dans les saillances ou dans les plis des objets extrudés, donc avec un fort écoulement de l'argile, quoi, pouvait permettre aussi d'augmenter le contraste, par exemple, de l'objet et du coup d'optimiser la photogrammétrie, la reconnaissance de l'objet en 3D, quoi. Donc ça, c'était le premier protocole de numérisation, quoi. On a un peu tout découpé, quoi. Voilà. Ensuite, il y avait une manipulation sur le potentiel, donc ici toujours dans la direction d'un apprentissage, d'une potentielle totale automatisation de la machine, quoi. Donc, et à la fois d'un apprentissage humain sensible du processus, quoi. De comment on fait concrètement pour extruder l'argile comme ça et répéter l'opération, quoi. Donc on a eu, un des étudiants a proposé une manip sur le fait de réduire le processus ce processus de déposition verticale ou un peu libre, quoi, à une brique élémentaire qui serait cette espèce de carotte, quoi, et la création d'un outil de comparaison qui permettrait, en fonction des paramètres de la vitesse du robot et du débit d'extrusion, d'ensuite de comparer avec un profil type, donc un bâtonnet de référence qui nous paraîtrait l'impression idéale, quoi, et ensuite de faire jouer ces paramètres d'extrusion, quoi, pour créer toute une série de bâtonnets qui vont s'éloigner plus ou moins, qui vont faire un plus ou moins grand écart avec celui de référence, quoi. Donc ici, voilà, c'était une méthode de photographie de profil, balayage des pixels de l'image et ensuite de comparaison de cette image, de ces pixels avec un bâtonnet de référence et du coup de quel pourcentage était OK et quel pourcentage l'était pas, quoi. Enfin, de pixels étaient dans le profil de référence et dans lequel ne l'était pas, quoi. Et donc du coup, à chaque fois, on a pu faire ce tableau de couple de paramètres, quoi. Et l'idée était de ensuite pouvoir générer un apprentissage de ces paramètres via un réseau de neurones, quoi, et ensuite pouvoir prédire en fonction de telle vitesse de robot ou de telle vitesse de débit, quoi, quelle quantité, quel paramètre devait être ajusté automatiquement par la machine en fonction des données de capture de distance, par exemple, ou de scan 3D, voilà, quoi. Donc on a poussé jusqu'au bout cette idée d'automatisation totale, quoi. Donc évidemment, il y a une limite, quoi. On n'a pas pu, on est allé jusque, ça a atteint une certaine limite, quoi, mais ça nous a permis d'apprendre à utiliser la machine et à pousser jusqu'à un certain point cette idée de géométrie reproductive, quoi. Faut que je me dépêche un petit peu. Donc voilà, ça c'était le diagramme de la boucle qui est à l'envers. Bon. De la boucle de rétroaction, en gros, voilà. Bon, je passe. Donc ensuite, une fois qu'on a eu ça, donc pendant cette phase, on a produit un outil qu'on a appelé outil percevant, quoi. Donc c'était un outil de rétroaction en temps réel. Donc une buse d'extrusion avec un capteur de distance pointé sur la pointe de la buse, quoi, et qui du coup va soit moduler le débit, soit déclencher ou arrêter le débit. Donc par exemple, pour obtenir ce genre de typologie en bâtonnet, donc il faut bien commencer l'extrusion et l'arrêter une fois qu'on a une certaine distance du substrat, quoi, de la surface d'extrusion, quoi. Et du coup, cette espèce ce protocole, ce dispositif nous permettait d'avoir une sorte de prédiction empirique à force de répétition, quoi, de quelle allait être la structure sans avoir besoin de la simuler avant ou la dessiner, sachant que voilà, ça c'était une autre entrée sensible appropriation sensible, quoi, de cette interface. Et donc voilà. Donc ensuite on a lancé une autre série de protocoles, donc un peu plus classiques, un peu comme on a vu tout à l'heure, qui était comment on peut repartir avec ces outils-là d'une impression 3D et ensuite dériver vers un objet qui est de l'ordre de la génération de formes ou d'architectonique plus
plus organique, plus aléatoire, moins maîtrisé, quoi. Donc voilà, là ici on a fait donc différents comment dire, pareil, on allait là, ici tout simplement du plus simple au plus compliqué en essayant de voir en fonction de cette enfin comment dire, de la complexité des trajectoires, quoi, qu'est-ce qu'on pouvait maîtriser de la forme, qu'est-ce qu'on pouvait garder de pattern, ou qu'est-ce qu'on pouvait juste former qui se tiennent debout et qui étaient reproductibles non pas dans le détail mais en tant que texture, quoi, en tant qu'image, voilà, quoi. Bon, ensuite il y avait aussi dans cette rétroaction permanente des objets physiques sur la reprogrammation des trajectoires, il y avait aussi l'idée de pouvoir intervenir en temps réel, enfin ouais, manuellement, quoi, en tissant les filaments avec un autre matériau. Voilà, quoi. Et ensuite, pour finir, et le nom, dernier protocole, donc lui, ça consistait à produire ici, revenir sur la petite échelle et essayer de produire genre juste une trajectoire qui soit le signe enfin très simple, mais qui produise une géométrie pareille du fait de l'écoulement de l'argile, mais cette fois-ci dans un substrat, un peu comme les stromatolites du début, quoi, qui débutait dans l'eau et qui finissait dans l'air, quoi, dans un substrat qui donnerait, voilà, qui adhérerait, qui donnerait une orientation et qui produirait une matérialité, enfin, hybride, et qui viendrait orienter cette fois-ci cette argile blanc abstrait, voilà, quoi, enfin, qui lui donnerait une nouvelle, enfin, comment dire, un nouveau contexte ou une nouvelle génération de formes, quoi. Donc pareil ici, donc là c'était des essais soit avec soit à la main de matière d'échantillonnage, soit par extrusion à la main, et ensuite avec le robot, donc donc à toute petite échelle, quoi, et donc voilà. Ici, on n'était plus sur une production d'images et d'univers qu'on vient retrouver avec l'objectif macro. Voilà, donc ça c'était dans la continuité des méthodologies d'Églantine, quoi. Et comment en fait on pouvait coupler cette première approche d'objets en série avec l'approche texture et agrégation aléatoire, et comment ça pouvait créer aussi des images ou des mondes qui étaient absolument imprévus ou non modélisables dans l'interface de modèles numériques comme celle dans laquelle je fais cette présentation, même si c'est pas, voilà. Donc pour finir, en fait, ici on a ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a exploré exactement ce paradigme de la marge d'indétermination dont parle Simondon, c'est-à-dire en essayant, voilà, de voguer en permanence entre cette espèce de recherche de contrôle, d'avoir une forme, un pattern, et d'agrégation aléatoire, quoi. Et donc de ça, pouvoir le gérer, enfin, pouvoir trouver un sens là-dedans, dans le fait que on a une pratique du numérique et de l'automatisation qui est en dehors de l'objet et de l'image maîtrisée, mais dans voilà, quoi, l'empreinte active et collective aussi, parce que c'était quelque chose qui se faisait forcément en groupe pour des raisons très très bassement pratiques, mais aussi pour se souvenir de quels paramètres utiliser, comment, voilà, en permanence recalibrer la machine pour maintenir une stabilité de comportement, pour obtenir une reproductibilité, quoi. Et donc voilà, c'était pour nous, voilà, le résultat de cette hypothèse de dire on introduit la robotique dans les phases les plus initiales, les plus encore les plus oniriques, les plus non volontaires de la conception. C'était une logique donc de production de textures et d'objets en série qui ne pourraient pas, par un chemin qui mène quand même à une forme de fabrication plus maîtrisée, c'est-à-dire avec la même interface, on peut faire à la fois des objets, des mondes
génératif très étrange et à la fois de l'impression 3D, donc on peut peut-être, voilà, on peut migrer d'une logique à l'autre, quoi. Et ensuite, cette logique, non pas de travailler autour d'un objet auquel on pourrait tourner d'autour, mais vraiment d'objets qui sont à la fois des images, qui ne sont pas des géométries forcément très claires, mais qui petit à petit produisent une logique de paysage, quoi, et qui peuvent être récoltés et sélectionnés et ensuite recombinés, voilà, quoi, en sortie de processus, quoi. Et éventuellement être ensuite remis, rebranché dans des logiques de modélisation plus classiques, paramétriques, etc. Voilà, quoi. Donc, je pense que... Ouais. Et oui, voilà. Et donc, du coup, une des hypothèses qui pourrait, comment dire, proposer une étape supplémentaire dans cette logique de modélisation, fabrication, voilà, test d'objets, de paysages et tout, ce serait, et qui ferait comment dire, la synthèse avec l'input fictionnel dont on parlait au début, quoi. Cette espèce de légende des formes et de mythes de la machine qui a derrière en fait l'impression additive, même dans sa forme la plus apparemment désincarnée et fonctionnelle, quoi. Ce serait donc de regarder comment ces objets, qui sont du coup sous la forme de scan 3D, de photographie, etc., peuvent être redonnés à travers, donc là c'est à travers des prompts dans Mimjourney très simples, quoi, mais pourraient renvoyer sur fond de légendes, des formes, voilà, refaire naître des architectures ou des habitats qui pourraient être à nouveau être des hypothèses de modélisation ou de fabrication et voilà, et rentrer dans une logique de projet. Enfin, ça pourrait être un des liens, quoi, pour reboucler sur des objets qui sont de plus en plus habités, incarnés, ou des hypothèses voilà, de plus en plus qui se rapportent au site ou à différentes fonctions, je sais pas, liées à l'habitat, quoi. Donc voilà, c'est ce qui reste à expérimenter, peut-être dans les jours à venir, quoi. Bon, du coup, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces objets et images sur je sais pas où d'ailleurs, où c'est qu'on pourra rendre accessible. C'est ce qu'on produit pendant le workshop, mais il faudra trouver un système pour diffuser tout ça. Voilà. Mais donc voilà, si c'était pas forcément clair, vous pourrez revisiter la conférence dans Blender a posteriori, quoi. C'est ça qui est pratique. C'est vrai ? C'est pas trop zoom Non, parce que du coup... Ouais. Parce que du coup, moi j'avais peur de faire inconsciemment, mais ça aurait été marrant de le montrer aussi, d'être dans Blender, quoi. On est toujours en train de bouger partout, tu vois, et en fait, vous regardez le truc dans tous les sens, vous se déplacez, dézoomer, et ça aurait pu donner le tournis, tu vois. Ok.